Bonsoir messieurs, André Berkoff, journaliste, auteur de Donald Trump, les raisons de la colère, comment et pourquoi il est devenu président chez First Édition. À vos côtés Didier Combaud, spécialiste des États-Unis. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors avant d'évoquer ce débat sur cette censure, peut-on appeler ça, on va d'ailleurs en débattre ensemble, est-ce qu'on peut prononcer le mot de censure? Je voulais aborder avec vous l'information qui est tombée en fin de journée, cette résolution qui va passer au vote et qui marquera l'ouverture formelle de d'une tentative en tout cas de destitution contre Trump. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tard, André Berkoff? C'est un symbole en tout cas? Écoutez, c'est exactement les démocrates en fait voudraient que Trump, pour eux c'est pire que Ben Laden. C'est-à-dire que ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il soit un jour tué, jeté en mer, et surtout qu'il disparaisse, qu'on n'entende plus parler de lui. Il y a quand même cette espèce de... Ça fait quand même totalement... allez, je dirais tragique, en comique en fait, si on n'avait pas envie vraiment de rire avec cette espèce de... Il est à 8 jours de son départ et on fait une procédure de destitution, alors soi-disant pour l'empêcher de revenir en 2024. Il y a une espèce, vous savez, c'est à la mesure, cette frénésie est à la mesure de la peur panique qu'il y a eu pendant 4 ans. N'oubliez jamais que Trump était l'usurpateur, c'était quelqu'un qui surtout ne devait pas être président de la République, et il a été président contre toute attente en 2016, et il fallait surtout pas que la catastrophe, je parle entre guillemets, pour un certain nombre de gens, se renouvelle. Et on a tout fait pour ça, et là on sent, avec ce que vous avez dit sur les GAFA, avec... même pas la censure, enfin ça va beaucoup plus loin, quoi. Avec l'ordre règne à Varsovie, on ne veut plus voir une tête qui passe, et surtout pas celle de Trump. Très franchement, si ce n'était pas aussi tragique pour ce que montrent les États-Unis et le fossé, ce serait assez dérisoire. Didier Combaud, en parallèle, Nancy Pelosi a présenté un ultimatum à Mike Pence dimanche, activé en urgence le 25e amendement qui consiste à constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Un républicain s'est opposé aujourd'hui à son adoption immédiate à l'unanimité. Que cherchent à faire les démocrates, puisque de toute façon Donald Trump va s'en aller avec toutes les critiques qui entourent le président sortant aujourd'hui. Donc quel est le but finalement ? Écoutez, étant donné ce qui s'est passé au Capitole, bien entendu, la classe politique doit réagir à cela. Mais l'objectif des démocrates, il est double. Comme le disait André Berkoff, ils ont comme objectif de rendre Trump inéligible en vue de 2024. Mais ils ont aussi l'objectif d'introduire un coin au sein du parti républicain pour essayer de séparer les soutiens de Trump des républicains plus modérés qui commencent à être un petit peu embarrassés par Trump en quelque sorte. Et c'est certainement la raison pour laquelle Nancy Pelosi a lancé un ultimatum à Pence pour faire jouer le 25e amendement, ce qui serait institutionnellement très difficile de toute façon. Alors les démocrates mettent en avant, je cite, un président dérangé, une menace imminente contre la démocratie américaine. Trump, on l'aime ou on l'aime pas, il a tout de même un bilan, parce que ça semble être éludé aujourd'hui. André Berkoff, vous l'expliquez comment cette haine anti-Trump aujourd'hui? Il s'est tiré une balle dans le pied lui-même, le président sortant, avec ces images catastrophiques au Capitole? Écoutez, l'image catastrophique du Capitole, certes, mais enfin, ça n'a pas été la prise du Palais d'Hiver ni la prise de la Bastille. Je crois que vraiment, il faut relativiser tout ça. Je crois que tous les moyens étaient bons pour se débarrasser de Trump. Trump, n'oublie pas son bilan quand même, on va pas faire tout son bilan, on va faire sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, etc.
Et même sur les vaccins, il ne faut pas oublier que si Pfizer a pu faire ça, c'est que Trump a injecté, et même les adversaires les plus résolus de Trump le savent, a injecté des milliards de dollars fédéraux dans... et puis, parlons pas de politique étrangère, parlons pas de tout le reste. Franchement, que Trump aujourd'hui, il y a eu cette histoire du Capitole, mais que tout le reste disparaisse au profit de voir une espèce de charlatan fou, est quand même d'une dérision fantastique. Et je rejoins l'interlocuteur en disant que effectivement ce qui va se passer, c'est ça le plus grave, c'est que les démocrates ne voient pas qu'ils introduisent avec ça une division terrible en Amérique. Je crois que vraiment, on va entendre beaucoup parler dans les prochains mois, au-delà évidemment de la personne de Trump, de ces 75 millions d'Américains qui se sont sentis grugés de cette élection. Et les autres, si vous voulez, du côté démocrate, vous allez avoir l'aile gauche du Parti démocrate, représentée par Kamala Harris, la vice-présidente, qui va jouer un rôle très important. Donc on va véritablement, et on le voit déjà avec cette espèce d'extraordinaire pression de toutes les censures, hein, pas seulement les GAFA. Je vous signale quelque chose qui vient de se passer. Il y avait des partisans de Trump, vous savez, après le Capitole, qui sont restés 2-3 jours à Washington, qui sont rentrés. Eh bien, l'une des compagnies aériennes a refusé de les prendre parce qu'ils disaient dit vous êtes sur la liste des terroristes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement irrationnel là-dedans. Et vraiment, il faudra faire très attention, en tout cas pour l'Amérique, parce que ça risque de donner des lendemains qui déchantent très fort. Alors, destitution ou pas, hein, les réseaux sociaux n'ont pas attendu pour clouer le bec au président sortant. Ils ont pris la décision seuls, à commencer par Twitter. Écoutez. Après un examen attentif des tweets récents du compte réel Donald Trump et le contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence. Didier Combeau, est-ce qu'ils ont eu raison d'aller jusque-là, fermeture définitive du compte, 80 000 abonnés, on le rappelle, 80 millions d'abonnés, on le rappelle, c'est pas un petit peu contre-productif? Si, parce que les conspirationnistes qui soutiennent Trump prétendent apporter des informations qui sont cachées par l'establishment. Donc si on leur coupe leurs moyens de communication, ils n'auront que plus raison de dire ça. Et puis, bien évidemment, ça pose un problème puisque Twitter est une entreprise privée, et c'est donc une entreprise privée qui va censurer, non pas des propos d'ailleurs, mais censurer une personne, puisque il ne s'agit pas d'effacer tel ou tel tweet de Trump, il s'agit de lui interdire l'accès à Twitter. Et ça, à mon avis, c'est contre-productif d'une part, et puis d'autre part, ça pose le problème de savoir si une entreprise privée est légitime à faire cette chose-là. Et de surcroît, il ne faut pas oublier que les magnats de la Silicon Valley sont des soutiens des démocrates. Donc c'est d'autant plus gênant qu'ils ferment ce compte de Trump, et c'est d'autant plus sujet à critique. Alors, Twitter n'est pas le seul à annoncer la suspension permanente du compte de Donald Trump. Regardez, c'est impressionnant le nombre de plateformes qui ont banni le président sortant. Pertinente ou non, la décision de censurer un président en exercice peut-elle être décidée par une entreprise sans contrôle légitime et démocratique ? La suspension du compte de Trump, la purge des géants du numérique contre ses partisans, devrait indigner tout citoyen attaché à la démocratie. Où s'arrêtera ce contrôle de toute opinion dissidente qui, demain, sera effacé numériquement sans possibilité de se défendre ? Trump, c'est pas ma tasse de thé, mais la fermeture désormais définitive de son compte par Twitter me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley ? Demain, ce sera pour nous tous, cette censure numérique et privée. La fermeture du compte de Donald Trump par Twitter, si elle peut se justifier par une forme de prophylaxie d'urgence, n'en pose pas moins des questions fondamentales. La régulation du débat public par les principaux réseaux sociaux au regard de leurs seules conditions générales d'utilisation, alors qu'ils sont devenus de véritables espaces publics et rassemblent des milliards de citoyens, cela semble pour le moins un peu court d'un point de vue démocratique. Au-delà de la haine en ligne, nous avons besoin d'inventer une nouvelle forme de supervision démocratique.
Le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour que les GAFA s'arrogent le pouvoir de contrôler le débat public. Les lois Macron ont pourtant légalisé cette censure privée. Alors là, on vient de voir effectivement les réactions politiques nombreuses aujourd'hui après ce bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux. Je vous parlais des plateformes, on les voit enfin apparaître, ayant restreint ou banni le président Trump. On le voit, on ne s'attendait pas forcément à entendre quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon défendre Donald Trump, et pourtant jusqu'à Angela Merkel qui a trouvé que cela posait problème. Vous comprenez, Didier Combaud, qu'en France, finalement, on s'étonne de cette forme, si j'ose dire, de censure? Oui, tout à fait. Et comme vous le disiez, ce qui est étonnant, ce qui est peut-être rassurant d'une certaine manière, c'est que cette indignation, on la voit sur tout le spectre politique. Donc il y a effectivement un problème. C'est un problème qui est extrêmement difficile à résoudre parce que ces plateformes ne sont pas des éditeurs, ne sont pas des journaux. Un journal peut choisir de publier ou de ne pas publier telle personne, mais ces réseaux sociaux, c'est l'équivalent des fabricants de papier, en quelque sorte. C'est le moyen, et ils n'ont pas de responsabilité éditoriale. Alors d'ailleurs, ça pose un problème parce que ils ne sont pas considérés comme des médias ordinaires aux États-Unis, et ils ne peuvent pas être tenus pour responsables de ce qui est posté sur leur plateforme. Mais d'un autre côté, s'ils censurent quelqu'un, alors à ce moment-là, ils agissent comme des journaux et comme des éditeurs. Et donc là il y a une tension entre ces deux points et qui est en train de faire débat aux États-Unis. André Berghoff, ce sont clairement les GAFA aujourd'hui qui décident qui peut, qui doit prendre la parole ou non? Écoutez, ça va beaucoup plus loin. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que Pinochet est aujourd'hui à la Silicon Valley. Faut le dire. S'installe, si on ne fait pas attention, une véritable dictature de la parole. Une dictature qui va peser. Au-delà de l'histoire de Trump, on ne peut pas laisser, parce que ce n'est pas un problème américain, c'est un problème français, c'est un problème mondial, c'est un problème évidemment européen. On ne peut pas laisser des gens, des quelques multimilliardaires, qui sont 5 multimilliardaires, régenter la planète et régenter la liberté d'expression. Le phénomène, honnêtement, est très grave. C'est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé au Capitole ou ailleurs. Ils ont profité de quelque chose. L'incendie du Reichstag, je ne veux pas faire trop de comparaisons historiques, ce serait malvenu. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose de grave aujourd'hui dans le fait que quelques personnes, je dis bien quelques personnes, parce qu'on les a laissés devenir des monopoles, les GAFA, peuvent régenter véritablement les paroles de tout le monde. Je crois que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très grave. Et justement, quand on parle de fascisme, il faudrait savoir de qui et de quoi on parle. Merci en tout cas à tous les deux, André Berghoff, Didier Combaud, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.